ça peut être des qualités semblables également. Quel est le profil et parcours pour accéder à cette profession? Donc, pour être professeur de droit, il faut un doctorat en droit, ce qui suppose avoir un bac et une maîtrise. Généralement, le classique, c'est bac, maîtrise, doctorat en droit. Ce ne serait pas impossible, par exemple, quelqu'un qui ferait un bac en droit, une maîtrise dans un domaine connexe, par exemple en politique, s'il se dirige en droit public surtout, puis ensuite doctorat en droit. Donc ça, ce serait quelque chose de possible également, mais vraiment le profil, c'est le doctorat en droit, puis il faut avoir déjà publié, idéalement, lorsqu'on applique sur un poste de professeur, même si on n'a pas tout à fait fini son doctorat en droit, il faut avoir publié un article scientifique, c'est souvent le test. Évidemment, si on a un peu d'expérience d'enseignement, c'est bien aussi, mais donc ce seraient les deux éléments les plus importants. Ensuite, c'est bien être avocat ou notaire. Donc, c'est pas essentiel pour être professeur de droit, mais c'est un plus, à mon avis, dépendant des domaines comme procédure civile. Je trouve ça bien d'avoir une expérience pratique parce que c'est un domaine plus pratique. Si on enseigne la philosophie du droit, de ne pas avoir d'expérience pratique, ça peut être moins problématique. Donc, le profil classique, c'est bac, ensuite, soit un diplôme de deuxième cycle en droit notarial, soit l'école du barreau, donc soit devenir notaire, avocat. Dans les deux cas, il y a un genre de stage. Et ensuite, maîtrise en droit, peut-être dans un autre domaine connexe, et le doctorat, donc ça c'est le profil typique. Puis à travers ça, des contrats de recherche pour des professeurs, des charges de cours, d'enseignement, c'est classique là, pour se monter un bon CV de candidat pour un poste de professeur. Pourriez-vous nous décrire une journée typique d'enseignant de droit? Donc une journée typique, c'est préparation de cours. Bon, évidemment, ça dépend comme si c'est une session, il y a des cours ou pas. Comme moi, normalement, j'ai des cours l'automne et l'hiver, pas l'été. Donc, ça change. Donc, le classique, c'est que je suis donc dans une journée où il y a un cours, pas nécessairement le jour même, mais le lendemain ou le jour suivant. Donc, préparation de cours, relecture des notes, mise à jour. Donc, ça va se faire beaucoup. Et évidemment, répondre à des courriels des étudiants, donc des rencontres avec des étudiants, ça c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Puis il y a d'autres journées, des fois ça peut se combiner dans la même journée, mais il y a la recherche aussi. Donc c'est d'aller de relire une tonne de documents qu'on a fait imprimer, ou encore on peut être rendu à la rédaction de l'article, donc on se trouve du temps dans la journée pour rédiger notre conclusion là, de tel article. Puis souvent, il faut réviser les articles. Donc, moi, je dis souvent, là, quand on met le point final à notre conclusion d'un article scientifique, là, quand on a mis le point final, là, le travail commence. Parce que là, on envoie ça à des collègues qui nous font des commentaires, là, il faut améliorer. Là, il faut envoyer ça à une revue qui nous fait d'autres commentaires, puis là, il faut encore améliorer. Ensuite, il faut relire pour être sûr qu'il n'y a pas de coquilles. Donc, souvent, la journée classique, là, c'est qu'on a un petit travail de révision à faire. Là. On va peut-être enseigner un cours, rencontrer un étudiant. Ensuite, oups, on révise. Ou encore on révise l'article d'un collègue qui nous demande un coup de main, puis là on fait des commentaires. Donc il y a beaucoup de retravail, de minutie par rapport à des articles scientifiques. Alors ça va être, c'est beaucoup dans une journée typique de prof, il va y avoir de ça aussi. Et de la correction, tous les classiques comme ça aussi, là. Dépendamment de quelle période de la session on se trouve. Vos recherches portent sur quoi? Moi je dois dire que je me suis intéressé à différents sujets. Ma thèse de doctorat, puisque c'est souvent la recherche dans la vie d'un professeur où on consacre plus de temps, jusqu'à 5 ans, presque à temps plein sur un sujet. Donc dans mon cas, c'était la décentralisation, donc les transferts de pouvoir de l'État vers les municipalités régionales. Et ce que j'ai fait, c'est une comparaison France-Québec. Donc j'étais allé en droit français, voir quelles compétences sont transférées en France vers les régions, les départements, les communes, versus quelles compétences sont transférées au Québec, aux municipalités locales, municipalités régionales. Le tout dans une perspective d'histoire du droit comparé. Puis ce que j'essayais de démontrer dans le fond, c'est que tout ce qui relève de l'identité nationale, comme par exemple la langue, ça va être très centralisé, donc ça va relever de l'État. Alors que ce qui relève peut-être plus de l'identité régionale, comme les paysages et donc l'aménagement du territoire, des choses comme ça va être décentralisé vers les régions, les municipalités régionales. Donc c'est ce que j'arrive à prouver à travers l'étude de l'histoire du droit, vraiment à travers les siècles, puis particulièrement les dernières décennies. Donc ça c'est un exemple, je pourrais vous en donner d'autres pour l'association du Cégep de Sherbrooke. J'avais fait une étude sur le droit de grève étudiant. Comment on peut consacrer un droit de grève étudiant. Puis finalement, ce que j'avais trouvé, c'était évidemment, en modifiant les lois, en s'inspirant de ce qui existe en droit du travail, donc comme les syndicats avec un vote, etc. Puis donc ça serait une possibilité. Puis là, j'ai regardé concrètement ce que ça voulait dire. Donc on s'est inspiré du droit du travail, puis surtout du droit du travail dans le domaine public, donc comment
les syndicats de fonctionnaires font pour lorsqu'il y a une grève, comment s'encadrer, les conventions collectives et tout, comment ça fonctionnerait si on appliquait ça aux étudiants. Puis là, ben, il y en a qui peuvent aimer ou pas aimer, c'est pas ça la question. Moi, c'est mon travail, c'est de dire voilà à quoi ça ressemblerait si on s'inspirait du modèle du droit de travail pour les étudiants. Ensuite, libre aux étudiants puis aux établissements, au gouvernement de voir si ça les intéresse. L'autre chose qu'on a découvert également dans cette étude-là, c'est qu'il y avait un moyen peut-être plus simple de consacrer le droit de grève étudiant qui est par le contrat. Parce qu'au fond, la raison pourquoi il y a eu des injonctions forçant le retour en classe au moment de la grève du printemps 2012, c'est parce qu'il existe un contrat. Donc un étudiant qui va dans un cégep ou une université signe un contrat, même si ce n'est pas un contrat sur une page avec les deux noms des co-contractants, c'est un contrat qui est un peu moins formel au niveau de sa forme, mais juste le fait de s'inscrire, c'est contracté avec l'établissement d'enseignement. Puis donc, l'étudiant a le droit à ses cours en vertu de son contrat. Puis là, si effectivement l'université ou le cégep ne donne pas de cours parce qu'il y a un vote de grève, l'étudiant peut se prévaloir de son contrat pour aller chercher une injonction, pour forcer l'établissement d'enseignement donc à lui donner ses cours. C'est ce qu'ont décidé les juges là, au printemps 2012. Fait que nous, ce qu'on disait dans notre étude, il suffirait de modifier le contrat. Donc, il suffirait que, par exemple, dans les règlements généraux du cégep ou de l'université, on prévoit qu'il y a une possibilité de suspendre les cours en cas de vote de grève. Puis là, l'établissement pourrait mettre des conditions ou pas, vote secret, des choses comme ça. Et une fois que c'est dans les règlements généraux, l'étudiant qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement où il y a ça dans les règlements généraux, qui font partie du contrat, à ce moment-là, l'étudiant accepte cette clause du contrat. Ensuite, il ne peut pas se plaindre s'il y a un vote de grève, il ne peut pas aller chercher une injonction. Donc, on a trouvé qu'il y a cette façon-là, puis que personne ne nous a contredit. C'est vraiment une découverte assez solide à ce niveau-là. Donc, c'est un autre exemple de mes travaux de recherche, avec d'autres étudiants, entre autres, que j'avais mis dans le coup pour cette recherche.